Tout de suite mes invités. Pour le Parti conservateur, Stephen Blaney, Monsieur le ministre Stephen Blaney, bonjour, député de Lévis-Bellechasse. Bonjour, Monsieur Duvert. Comment allez-vous, Monsieur Blaney? Merci beaucoup d'être là. Ça fait longtemps qu'on vous a vu. Ben oui, mon collègue Jacques Gourde fait un excellent travail, mais je suis content d'être avec vous pour cette édition spéciale de fin de session, Monsieur Duvert. Alexandre Boulris, député de Rosemont-la-Petite-Patrie, NPD, bien sûr. Bonjour, Monsieur Boulris, merci d'être là. Merci. Et pour le Parti libéral, Dominique Leblanc, député de Beauséjour, il est à notre studio de Moncton. Bonjour, Monsieur Leblanc, merci d'être là aussi. Bonjour, Monsieur Delivage. Alors, il y a pas mal d'actualités depuis Ottawa, toute cette session. Bon, d'abord, la saga du F-35, là, on va parler de ça, de la vente de Nexen, de la pétrolière Nexen à l'entreprise chinoise d'État CNOOC. Le projet de loi 377 qui touche les syndicats. Le fameux projet de loi Mammouth C-45, là, dans lequel il y avait tellement de choses qu'on s'y perdait. On va parler aussi de la politique étrangère d'Ottawa, bien sûr. Tourner davantage vers l'économie, quitte à mettre de côté, s'il le faut, la question des droits humains. Le conflit israélien aussi, israélo-palestinien. Le vote qui a eu le 29 novembre à l'ONU. On va parler du registre des armes d'épaule, de la Cour qui a tranché en faveur du Québec, mais Ottawa va en appel là, de ces données là, du registre. Et puis ces votes qui ont eu lieu, qui touchent les questions d'avortement, on se demande toujours si le gouvernement ne cherche pas à remettre la question de l'avortement sur les rails. Alors voilà, on y va donc. Tout le monde est prêt? Oui. OK, la saga des F-35 d'abord. J'allais dire, ça s'est terminé cette semaine. C'est pas sûr encore, là. Le gouvernement remet tout à zéro, Monsieur Blaney, mais la question que les gens se posent, c'est pourquoi vous n'avez pas écouté le vérificateur général et le directeur parlementaire du budget. Tout le monde vous a dit, il y a déjà plus d'un an, les coûts explosent, ça n'a plus de bon sens. C'est pas 9 ni 16 milliards, c'est 25 milliards au moins, et là, on en est à 46. Bien, en fait, vous savez, justement, on suit rigoureusement les recommandations du vérificateur général. C'est la raison pour laquelle le dossier est maintenant piloté par la ministre Ambrose et Travaux publics Canada, avec la même procédure qu'on a appliquée pour la construction navale, donc en 7 points, et on revoit l'ensemble du processus. Les deux éléments constructifs là-dedans, premièrement, c'est que le vérificateur, cette semaine, KPMG, a dit effectivement, la façon dont la défense a travaillé, ça fonctionne, sauf que nous, on dit on ne travaille plus sur 20 ans, maintenant, l'avion, il faut le garder pour 42 ans. C'est sûr, M. Durivage, qu'on a besoin de remplacer les avions. Les CF-18 sont vieillissants. Maintenant, la bonne nouvelle aussi, c'est que des entreprises de Montréal, 70 entreprises, ont bénéficié à date de 450 millions de dollars de contrats pour le navire d'attaque interarmée. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'on va s'assurer que l'avion qu'on achète, qu'on a les moyens de se l'offrir et qu'il répond aux besoins. C'est la raison pour laquelle on a un processus en 7 points et on suit les recommandations du vérificateur général. Oui, mais 1 an et demi en retard. Non, le processus est bien enclenché. D'ailleurs, on s'attend d'avoir les recommandations des rapports qui m'ont été mis par Travaux publics sous peu, notamment sur l'analyse des besoins et qu'est-ce qui est le mieux pour notre pays pour assurer notre sécurité et rencontrer nos besoins en matière de défense, le Grand Nord, nos missions de paix, nos missions parfois sous l'égide des Nations unies et l'intégrité de notre territoire. Monsieur Boulris, à vous. Bien, écoutez, c'est assez hallucinant. 1 an et demi après, on vient nous dire on va commencer à étudier c'est quoi nos besoins. Alors que l'année passée, la ministre de la Défense nous disait il nous faut absolument l'F-35, c'est le seul avion que le Canada a besoin, tout ça. Mais son processus il était tellement mal foutu qu'ils ont tout mis ça par terre. Ils l'ont assis dans la Chambre des communes, puis là, maintenant, c'est la ministre des Travaux publics qui est obligée d'essayer de réparer les pots cassés. Alors que nous, le NPD, on était le premier parti à poser des questions là-dessus. Et si on avait fait un vrai appel d'offres il y a 1 an et demi, on n'en serait pas rendu là aujourd'hui. Et là, c'est complètement hallucinant, l'explosion des coûts, là. 9 milliards au départ, et là, on est rendu à 46 milliards. Alors, on nous a raconté vraiment des salades pendant 1 an et demi dans le dossier des F-35, qui est le fiasco de gestion du gouvernement conservateur par excellence. Alors, nous, on dit oui, il faut remplacer évidemment les CF-18, mais on commence à prendre tellement de retard parce qu'ils sont tellement incompétents que là, il y a des chances qu'en 2020, on ne soit pas prêt. Et là, ça veut dire que les avions, on va être obligé de les garder plus longtemps. Il va falloir les réparer. Ça va coûter encore plus cher pour les contribuables et les citoyens. Et ça, c'est directement de la faute de l'incompétence des conservateurs. Okay. Franchement, là-dessus, là, ils ont 0 sur toute la ligne. Monsieur Leblanc. Monsieur Durivage, depuis l'été 2010, au Comité de la Défense, il y a eu une réunion spéciale. J'étais à l'époque critique libérale pour la défense nationale. Nous avons posé des questions au gouvernement quant au processus
qui manquait complètement de transparence pour deux choses. Pour la décision d'acheter le F-35 sans considérer d'autres avions, sans aller avec un processus d'appel d'offres, un processus public, et aussi les besoins de la politique étrangère et de la défense qui justifient un tel achat, l'achat le plus cher dans l'histoire des militaires canadiens. Qu'est-ce qui nous inquiète énormément, c'est que le vérificateur général, il y a un an, a dit que le ministère de la Défense avait finalement 2 sets de livres. Ils avaient des comptes qu'ils ont donnés au Parlement et peut-être même au cabinet. Et aussi, il y avait un autre set de livres, une autre liste de prix qu'ils ont cachés du public. Quand on demande aux contribuables canadiens de payer des milliards, au début c'était 9 milliards, là c'était 25, là c'était 42, là c'est 46 milliards. Qu'est-ce qui nous inquiète? C'est que le gouvernement n'était pas sérieux. M. Blaney, mon chum Stephen, parle des missions de maintien de la paix, protection de la territoire canadienne. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un avion de chasse furtif à un moteur pour faire ce genre de mission-là? On n'a même pas eu une explication, M. Durivage, quant aux besoins de cet avion-là en particulier. Okay. Alors, le gouvernement se trouve gêné à ce moment-là. Mais vous connaissez, M. Leblanc, M. Boulris, qu'il faut changer les F-18 un jour, là. Ils vont dépasser leur vie utile, là. Oui, il y a une chose peut-être... Mais effectivement, M. Blaney, vous avez attendu la dernière journée de la session pour publier les données du rapport KPMG. Heureusement, des médias les avaient eues avant, là. On les connaissait, mais on sent pas une volonté de débat de la part de votre gouvernement sur cette question importante. C'est un achat de plusieurs milliards, là, les futurs avions de chasse. Allez-vous faire la même chose pour le prochain que vous allez choisir? En fait, M. Boulris compare des pommes avec des oranges. Il faut rappeler que le vérificateur, le rapport de la firme KPMG, une firme reconnue, reconnaît que la base de calcul de la défense utilisée à l'époque est valable. Il ne faut pas comparer le coût d'achat d'un équipement avec le coût d'achat et d'entretien. On achète une voiture, on l'entretient, on change les freins, l'huile, les pneus, l'essence. C'était 16 milliards au début. Là, c'est 46. Et l'autre élément, M. Durivage également, c'est le cycle de vie. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de considérer non seulement ce qu'on fait habituellement sur 20 ans, mais on nous demande de considérer le coût de l'achat sur 42 ans. On parle de 1 milliard par année. Donc ça, c'est les paramètres dans lesquels l'analyse en 7 points se fait par travaux publics. Et l'élément intéressant là-dedans, il faut se rappeler que c'est un processus. L'achat des F-35 avait été engagé par le gouvernement précédent. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut s'assurer, comme on dit, que les contribuables en ont pour son argent. Et on entend les contribuables. Les contribuables nous disent, Stephen, oui, on veut des avions pour faire des exploits remarquables comme la Libye et éviter des effusions de sang. Par exemple, assurer la souveraineté dans l'ordre. Essentiellement, M. Durivage, c'est qu'il faut faire un équilibre entre un bon avion et notre capacité de payer. Et nous, là-dessus, on a un cadre financier strict parce qu'on a des obligations budgétaires également à respecter et on va en tenir compte dans ce choix-là. Mais au retour des fêtes, vous aurez toute l'occasion de poser des questions, M. Boulris et M. Leblanc. L'opposition pourra poser des questions là-dessus. Passons à Nexen, à la vente de cette pétrolière albertaine à la compagnie d'État chinoise. Là, il y a de la confusion là aussi, M. Blaney. Votre gouvernement dit on accepte, là, mais on ne fera plus jamais ça. Ça paraît un peu drôle, là. Vous ne trouvez pas? Au contraire. En fait, au contraire, M. Durivage, ce qu'on dit, c'est qu'on introduit un critère qui n'était pas dans... lorsque les sociétés étrangères veulent investir, on introduit un nouveau critère, un critère qui nous apparaît important. C'est que nous, on croit au libre marché. On croit que les entreprises canadiennes ne devraient pas être contrôlées par des gouvernements étrangers au-delà d'un certain seuil. Et c'est ça que le premier ministre Harper a introduit. Et vous le savez, c'est reconnu à l'ensemble du pays. C'est la façon dont on a procéder pour permettre à des entreprises étrangères, dans ce cas-là chinoises, d'investir chez nous. Les gens reconnaissent qu'on a établi un cadre clair. Donc, le premier critère, le seul critère, c'est est-ce qu'il y a un avantage net pour le Canada. Donc, est-ce que d'avoir des capitaux étrangers qui vont nous permettre de développer nos ressources naturelles et développer, créer des emplois, est-ce que c'est bon pour le Canada? La réponse, c'est oui. Alors, on dit merci, bienvenue aux investissements. Maintenant, ce qu'on dit... Mais M. Blaney, si vous permettez, ma question, c'est... Vous dites, on ne laissera plus jamais faire ça, mais là, vous le faites. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le laissez faire, alors, si vous voulez pas le faire? C'est pas ce qu'on dit. Mais vous l'avez laissé passer, Nexen, là.
Oui, parce qu'il faut considérer le secteur. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne laissera pas un gouvernement étranger prendre une part exceptionnelle, une part trop importante d'un secteur en particulier. Et là, on considère que pour le secteur des sables bitumineux, avec les acquisitions qui ont été faites par des gouvernements étrangers, cette limite-là a été atteinte. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, on est plus clair, parce que déjà là, l'entreprise, justement, a des liens avec le gouvernement chinois. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut s'assurer qu'on maintient la libre concurrence. Et c'est la raison pour laquelle on a introduit ce critère-là. OK. Monsieur Boulris, voilà. Monsieur Boulris, Monsieur Leblanc, pensez-vous que le gouvernement pourra dire non la prochaine fois quand il a dit oui cette fois-là? Bien, premièrement, il faudrait qu'il y ait vraiment des critères clairs, qu'on sache sur quoi on peut se baser, parce que je revenais là-dessus. Mais là, le gouvernement conservateur de M. Harper, il vient de livrer des ressources naturelles stratégiques à un gouvernement étranger, qui est le gouvernement de la Chine, puis un autre gouvernement qui est celui de la Malaisie. C'est extrêmement préoccupant. Et c'est une question de souveraineté nationale là-dessus. Ça, c'est des gouvernements qui ont maintenant des mains mises sur nos ressources naturelles. C'est pas qu'on est contre l'investissement étranger, mais il faut que ça soit avantageux réellement pour le Canada, pour que ce ne soit pas un danger pour notre sécurité. Et quand on dit il y a des critères clairs, pas du tout. Le critère de bénéfice net pour le Canada, on a posé et reposé des questions en Chambre là-dessus. On n'a jamais su qu'est-ce que ça voulait dire. C'est quoi, ça, un bénéfice net? Il n'y a pas de définition. Et on vient de nous dire, on ne le fera plus jamais, sauf circonstances exceptionnelles, et on ne sait pas non plus c'est quoi les circonstances exceptionnelles. Ça va-tu être quand le ministre ou le premier ministre vont décider que là, bien, ils enfreignent la règle, puis soudainement, on dit oui encore? On ne le sait pas. Alors, c'est vraiment d'un flou total, et c'est pas comme ça qu'on devrait gérer nos ressources puis l'investissement. Autour de M. Leblanc, là-dessus. Monsieur Durivage, comme point de départ, les libéraux Votre chef a dit l'autre jour là, que... c'est votre chef, je pense, qui a dit l'autre jour que c'est la pire erreur, non? Ou c'était peut-être M. Mulcair. Oui, excusez-moi. Allez-y, là, M. Leblanc. Oui, monsieur. C'est ça. Nous autres, on avait, dès le début, été en faveur de permettre aux entreprises étrangères d'acheter ou d'investir au Canada, et surtout dans un secteur aussi important que les sables bitumineux. Alors, comme point de départ, nous avons pensé que l'achat de Nexen était quelque chose que le Canada devra considérer et que le gouvernement de M. Harper, à la fin, ait approuvé cette acquisition-là. Ça ne nous apparaît pas comme étant, comme point de départ, comme j'ai dit, difficile. Qu'est-ce qui nous inquiète? Un peu comme Alexandre vient de dire, le premier ministre qui manquait complètement de transparence dans le test du bénéfice net pour le Canada vient d'ajouter un autre élément aussi nébuleux, l'élément d'une circonstance exceptionnelle. Alors, si on dit qu'on veut que les entreprises canadiennes puissent aller investir à l'étranger, puissent avoir accès aux marchés aussi importants que la Chine, moi, je pense qu'on ne devra pas, devant un gouvernement aussi puissant que le gouvernement chinois, introduire des critères aussi nébuleux qui, dans un futur moment ou dans un autre moment, vont peut-être permettre à une décision qui n'est pas favorable à l'industrie canadienne. Très bien. Alors, on s'arrête là-dessus, messieurs. On fait une pause publicitaire. Ce sera pas long, monsieur. Il y a d'autres sujets, monsieur Bléné, vous allez pouvoir vous reprendre. On va parler du projet de loi C-377 qui touche les syndicats après la pause et du fameux projet de loi Mammouth là, de mise en vigueur des mesures budgétaires, le C-45, après la pause. Restez avec nous, à tout de suite. Grandir dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Puis, un moment donné, là, maman, il est rentré chez nous, puis il a dit notre linge en rouelle, puis il nous a dit au trop plus vieux, allez au sang. Un frein. Quand c'est rendu que tu as des idées noires à cause du monde autour de toi, c'est plus drôle, là. Ou une force. Au début, c'était dur, là, d'être loin de ma soeur, puis tu finis par accepter, là. Des enfants devenus grands. Leurs réflexions, leurs rêves, leur vie. Dans l'Est pour toujours, au grand reportage mardi 20h sur RDI. Vous savez que l'assurance vie est importante pour leur protection et votre tranquillité d'esprit. Vous pouvez maintenant obtenir rapidement et facilement l'assurance vie dont vous avez besoin grâce au régime pour me protéger de la financière Manuvie. Nos régimes d'assurance vie sont abordables et le plus beau, c'est qu'aucun questionnaire médical n'est requis pour plusieurs d'entre eux et que votre demande peut être approuvée en quelques minutes. Alors, pour recevoir votre trousse d'informations gratuite, appelez-nous ou consultez le site pourmeprotéger.com. L'assurance vie pour me protéger est abordable et il est facile d'obtenir la protection dont vous avez besoin parce qu'aucun questionnaire médical n'est requis pour plusieurs régimes et que votre demande peut être approuvée en quelques minutes.
Pour leur protection et votre tranquillité d'esprit, demandez maintenant votre trousse d'informations gratuite. L'assurance vie pour me protéger de la financière Manuvie. Une fusillade dans une école primaire de Newton, dans le Connecticut, aurait fait au moins 27 morts, selon CBS. La comparution de Sonia Blanchette, accusée d'avoir tué ses 3 enfants, est reportée au 4 janvier au palais de justice de Drummondville. La Cour suprême statue que la définition d'activité terroriste introduite dans la loi antiterroriste est constitutionnelle. Arrestation par l'UPAC du maire de Saint-Rémy, Michel Lavoie, son fils et un entrepreneur en construction, Dominique Doré. La deuxième rencontre préparatoire en vue du sommet sur l'enseignement supérieur de février prochain se poursuit à Trois-Rivières. Et le nouveau tronçon de l'autoroute 30 à l'ouest de Châteauguay s'ouvre demain midi. Chez Bro & Martineau, la vente d'après Noël, c'est maintenant que ça se passe. Profitez des meilleurs prix sur tous les téléviseurs, tous les cinémas maison et systèmes audio et sur les appareils photo et caméscope. Et avec le plan BM, payez exceptionnellement en 50 versements sans intérêt. Bro & Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Les moments de suspense d'un film policier, les dernières secondes du match, la découverte d'un nouveau talent. Quelles que soient vos émissions favorites, vous les apprécierez encore davantage avec un son que vous n'imaginez pas. Voici le nouveau système audio Bose Solo pour téléviseur. Ce système intégré réalise ce qu'un téléviseur ne peut faire tout seul et retransmet un son détaillé, riche et naturel. La télévision devient une expérience entièrement nouvelle. Imaginez des dialogues d'une clarté parfaite sans devoir monter le son et sans un tas de haut-parleurs et de câbles encombrant la pièce. Le système intégré Bose Solo est un appareil unique qui se loge aisément sous votre téléviseur avec une seule connexion à l'arrière. Essayez-le chez vous pendant 90 jours. Les frais de livraison sont gratuits. Commandez par téléphone ou sur notre site Internet. Nous sommes si certains que vous l'aimerez que nous garantissons la prise en charge des frais de retour. Quelles que soient vos émissions favorites, vous bénéficiez d'un son optimisé. Tentez l'excellence et redécouvrez la télévision avec le nouveau système TV Bose Solo. Chez Bro & Martineau, la vente d'après Noël, c'est maintenant que ça se passe. Nous payons pour vous les 2 taxes sur tous les meubles et accessoires, tous les matelas et sommiers, sur les électroménagers et sur tous les cinémas maison. Et avec le plan BM, payez exceptionnellement en 50 versements sans intérêt. Bro & Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Je vous rappelle qu'un tireur a ouvert le feu dans une école du Connecticut, une école primaire, avant d'être abattu lui-même. Le bilan pourrait être très, très dramatique. Selon la chaîne CBS, il y aurait au moins 27 morts, dont plusieurs enfants. Le réseau ABC parle plutôt de 12 morts. Officiellement, en tout cas, il n'y en a que 3 morts confirmés pour l'instant. Le corps du tireur se trouverait toujours dans une salle de classe. La police doit faire le point là, dans une dizaine de minutes. Nous allons suivre ça de très très près. Alors nous continuons notre match des élus fédéral, bilan de session avec le conservateur Stephen Blaney, le néo-démocrate Alexandre Boulris et le libéral Dominique Leblanc. Parlons du projet de loi C-377, projet de loi privé d'un député d'arrière-ban qui prévoit que les syndicats devront dévoiler des informations précises sur toutes leurs dépenses de plus de 5 000 $ dorénavant. Le projet de loi a été adopté là, en toute fin de session avant-hier soir. Alors, M. Blaney, je commence par vous. J'interviewais hier un leader syndical de la CSN, en fait, ici, qui me disait, vous voyez, M. Durivage, nous, là, les syndicats, dans l'avenir, on va être obligés de dévoiler toutes nos dépenses, tous nos budgets, nos fonds de grève, les salaires, l'argent qu'on donne ou à contrat, alors que notre adversaire dans un conflit, c'est-à-dire l'employeur, lui, n'était pas obligé de rien dévoiler. Est-ce qu'on n'est pas placé en position de faiblesse avec une loi comme celle-là? Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Blaney? Bien, moi, ce que je réponds là-dessus, c'est qu'il faut regarder ce qui s'est passé. Les événements de la dernière année là, démontrent que la population s'attend à avoir de la transparence de ces institutions. Et moi, comme élu, j'entérine ce processus-là. Comme autant au niveau gouvernemental, on a le vérificateur général que de nos institutions. Et je vous donne l'exemple. Cette année, au début de l'année, j'étais avec le premier ministre Harper et on a annoncé que les organisations syndicales, plus d'une dizaine, investissaient près d'1 million de $ pour le programme du régiment au bâtiment afin de favoriser le transfert de vétérans vers la vie civile dans le domaine de la construction. Moi, je trouve ça très avantageux que cette information-là soit divulguée. Et puis, c'est sûr que là, du côté des néo-démocrates, eux autres, ils ont reçu 340 000 $ en dons illégaux d'associations syndicales. Bien, ça, je pense aussi qu'on doit être transparent. Fait que moi, le principe de la transparence, je pense qu'il s'applique. Et je vais dans le sens où, oui, je suis en faveur de reconnaître la transparence
et que les gens aient le droit de savoir où l'argent est investi. OK, je vais laisser M. Boulris répondre à ça. S'il y a des dons illégaux, il y a la loi qui prévoit ça. Pas besoin d'une nouvelle loi pour prévoir ça. Mais je suis employeur, M. Blaney, et je ne connaissais pas le fonds de grève de mes employés syndiqués, mais là, je vais le connaître, là, le fonds de grève. J'ai une sacrée arme comme employeur. Je sais combien de temps ils sont capables de tenir une grève, là. Je connais leur fonds de grève parce que vous les avez obligés à le dévoiler. Moi, employeur, j'ai une arme, eux n'en ont plus. Bien, écoutez, souvent, je pense qu'on connaît bien la santé financière de nos entreprises aussi, mais il faut voir aussi que les organisations syndicales... Est-ce qu'elles sont aussi transparentes, nos entreprises, que les syndicats, M. Bien, je pense qu'on peut s'attendre à la transparence de nos organisations. Non, vous ne les forcez pas à l'être. Vous ne les forcez pas à l'être. Bien, écoutez, les sociétés sont obligées de divulguer leur état financier. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'appuie le principe de la transparence et je pense qu'à cet égard-là, les gens sont en droit de savoir quand ils font des cotisations. Et par exemple, en ce cas-là, il faut se rappeler qu'il y a des avantages qui sont contribués par l'État à certaines organisations. Bien, en contrepartie, et puis, on est en droit d'avoir de la transparence. On a eu à se pencher sur un projet de loi sur les organisations syndicales. J'étais pas en chambre, mais j'aurais appuyé le projet. Et s'il y a d'autres projets qui sont mis de l'avant pour la transparence, je vais les regarder sérieusement parce qu'on a besoin d'avoir de la transparence pour restaurer la confiance des gens envers nos institutions. Qu'elle soit gouvernementale, corporative ou d'association de travailleurs. Merci. M. Boulris, d'abord, les cotisations illégales que vous avez reçues, Ah oui. Non, cette histoire-là, c'est assez simple. On avait un congrès à Vancouver, puis les syndicats ou d'autres organisations payaient pour avoir le droit d'avoir un kiosque. Élections Canada a regardé ça. Ils ont trouvé que la valeur marchande n'était pas tout à fait appropriée. Donc, ils ont mis tous les kiosques à zéro et ils nous ont demandé de remettre cet argent-là, ce qu'on a fait. Et ensuite de ça, Élections Canada nous a envoyé une belle lettre disant « Merci beaucoup de votre collaboration. Fin de l'histoire. » Voilà. Bien. Alors, c'est terminé, sur le projet de loi. mais sur le projet de loi maintenant. Et je pense que c'est important de souligner le fait que, les conservateurs sont assez mal placés pour donner des leçons en matière de transparence. On vient de parler de Nexon et F-35. Mais sur le fond, on le sait avec les chiffres de Revenu Canada puis du directeur parlementaire de budget, ça va coûter à peu près 90 millions de dollars aux gens pour créer cette nouvelle bureaucratie puis cette nouvelle lourdeur administrative, alors qu'on a un gouvernement qui dit qu'il faut serrer la ceinture puis on coupe dans les services publics. Complètement incohérent. Mais je dois souligner, M. Durivage, qu'il y a 5 collègues de M. Blaney, 5 conservateurs qui sont levés en Chambre et qui ont voté avec le NPD et les libéraux là-dessus. Pourquoi? M. Leblanc. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la transparence, elle est envers les syndiqués eux-mêmes. C'est ces gens qui payent les cotisations syndicales. Et la loi prévoit déjà que les travailleurs syndiqués ont le droit de recevoir les rapports financiers. Alors, ça règle quel problème, ce projet de loi-là? Très bien. M. Leblanc? Oui, moi, je suis d'accord un peu avec Alexandre, M. Durivage. L'imputabilité des syndicats est envers leurs membres, leurs employés syndiqués. C'est ça la transparence qui est importante. Moi, que M. Blaney, que mon ami Stephen prétend que c'est toute une vertu de transparence, cet effort-là, n'est pas tout à fait crédible. On sait que le gouvernement de M. Harper fait tout pour écraser le mouvement syndical. Ils ont même légiféré le retour au travail avant qu'il y ait eu une grève. On a vu ça le printemps passé. Ils ont caché ça en arrière d'un projet de loi supposément privé d'un député d'arrière-ban, mais que tout le gouvernement, tous les ministres soient là, qui votent en faveur, que le leader en chambre parlementaire du gouvernement ait organisé l'échéancier pour passer ça avant les fêtes, qui vont faire tout que ça passe le Sénat le plus vite possible. C'est une mesure gouvernementale qui essaie vraiment d'affaiblir le mouvement syndical. Et moi, je trouve que c'est une idéologie qui a pas de mérite à la Chambre des communes. Monsieur Blaney, c'est perçu comme ça, effectivement, par plusieurs, au Québec en tout cas, que vous affaiblissez le mouvement syndical. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, moi, je pense que toute organisation qui est transparente gagne en crédibilité. Puis à cet égard-là, d'encourager une entreprise ou une institution à être transparente, c'est de rehausser sa crédibilité. Je suis étonné de voir que des politiciens refusent de s'appuyer sur un principe de transparence. Blaney, tout le monde reconnaît la transparence, parce que là, il faut que ce soit à armes égales, la transparence. C'est là où... L'année dans laquelle que nous venons de vivre, on a besoin de transparence, on a besoin de démontrer. Les gens ont besoin d'avoir confiance dans leur institution. Puis comme le mentionnait, on a besoin de savoir où vont les sommes qu'on engage dans les différentes organisations dans lesquelles on s'implique, où on fait partie. Bien. Et à cet égard-là, je voudrais juste préciser qu'effectivement, c'est un projet de loi privé. J'ai des collègues qui ont des opinions partagées. Chez nous, là, la diversité de points de vue existe au sein du Parti conservateur. On vote pas toutes là, comme des poules pas de tête là,
en ligne, là, puis envoyez par là. Messieurs, je comptais bien faire un match des élus d'1 heure avec vous, mais la situation tourne à la tragédie aux États-Unis, malheureusement, avec cette fusillade dans l'école du Connecticut. Et nous allons mettre fin tout de suite, si vous permettez, à ce match des élus. On va se retrouver en janvier. On reposera des questions sur la session passée, même en janvier. J'espère vous y retrouver aussi de temps en temps, M. Blaney, M. Boulris, merci beaucoup d'avoir été là, M. Leblanc. Désolé, messieurs, mais on va vraiment se transporter au Connecticut suivre cette affaire-là. Il y a au moins une vingtaine de morts, là, à peu près confirmés jusqu'à maintenant. Rappelez-vous Poli, hein? C'est aussi élu dans une école primaire, imaginez. Alors, merci infiniment de votre collaboration. Je vous souhaite de belles fêtes, tous les trois. Bon travail dans vos comtés pendant le congé parlementaire. Merci encore une fois d'avoir été là et toutes nos excuses de mettre fin à notre émission. À une prochaine, messieurs. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. On comprend très bien. Merci à vous. Alors, est-ce qu'on enchaîne tout de suite? Non, on fait une pause. Alors, faisons une courte pause, le temps de nous installer pour bien couvrir cet événement du Connecticut. Tragédie donc dans une école primaire là-bas, à Newtown. Quand on vit dans un grand pays,